Mais Dimitri, qui a fait sa thèse, a été rappelé tout à l'heure sur les secrétaires régionaux du Parti communiste français au moment de la période Front populaire, ne va pas vous parler cette fois-ci dans le séminaire de cette très belle thèse publiée aux éditions universitaires de Dijon, mais interviendra sur un champ un peu décalé, mais qui est aussi un de ses champs de compétences, l'Irlande. Et donc, on va essayer de comprendre ce décalage, on va essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un espace particulier, l'espace irlandais. Je ne sais pas si Pas la parole. l'Irlande est mon champ de compétences. En tout cas, c'est un champ Dorénavant. d'intérêt Voilà. que j'ai depuis longtemps. Et je remercie Jean, Guillaume Serge et les organisateurs de ce séminaire de me donner l'opportunité d'aborder l'histoire de ce pays aujourd'hui. Donc, cette communication, là encore, pour vous dévoiler le dessous, l'arrière des cuisines. Cette communication, elle se base sur un article que j'ai écrit pour un ouvrage collectif qui paraîtra l'année prochaine et que Jean dirigera, une histoire mondiale des fronts populaires, que Jean dirigera avec Serge et qui paraîtra aux éditions Libertalia. Cet exemple irlandais, alors bien évidemment, je vais essayer de faire bref, le plus synthétique possible. J'ai simplifié certaines choses par rapport à l'article, j'en ai peut-être développé au contraire d'autres. Je vais essayer d'insister ici sur, vu la thématique de notre séminaire, sur le rôle des communistes irlandais dans toute cette affaire. Mais je précise dès le départ ma dette à l'égard des historiens irlandais. J'ai essayé, à défaut parfois de ne pas avoir le temps de faire un travail de première main sur certains aspects, j'ai essayé de synthétiser l'historiographie irlandaise la plus récente sur le thème qui nous intéresse. On y reviendra en fin d'exposé. Euh, Bien évidemment, avertissement, je vais devoir aller vite sur des sujets qui sont, de manière tout à fait normale et légitime, des sujets peu familiers à un public français. Et par conséquent, il me sera sans doute nécessaire soit d'être un peu long parfois, soit de schématiser à d'autres endroits. Mais j'attaque tout de suite. L'Irlande que nous étudions, quand nous nous penchons sur le début des années 30, c'est une Irlande qui sort d'une période que les historiens irlandais qualifient de période révolutionnaire, sur laquelle je vais un peu vite, mais qui n'est pas seulement une période révolutionnaire du point de vue de la lutte de libération nationale, qu'on peut avoir rapidement en tête. L'insurrection de Pâques 1916, puis la lutte contre la conscription en 1918, suivie de la victoire des indépendantistes aux élections de 1919 et du déclenchement de la guerre d'indépendance jusqu'en 1921. Guerre d'indépendance qui débouche sur le traité anglo-irlandais qui divise le pays. Le nord industrialisé de l'Ulster est maintenu dans le giron plus ou moins direct du gouvernement britannique et un État orangiste, comme il est appelé par ses détracteurs, est fondé à ce moment-là, un État à dominante protestante qui est pensé créé contre une minorité catholique et le sud de l'île qui se voit octroyer le statut d'État libre, de dominion au sein du Commonwealth. Donc, loin de la République souhaitée par une partie des indépendantistes, et dès lors, ce camp indépendantiste se scinde, et comme beaucoup de luttes de libération nationale qui portent en elles parfois des germes de guerre civile, suite aux contradictions qui minent et qui se développent à l'intérieur du champ des révolutionnaires, eh bien, une guerre civile éclate qui fait davantage de dégâts et autant de morts irlandais que la guerre d'indépendance contre les troupes britanniques, et donc qui divise le camp indépendantiste, le camp révolutionnaire en deux camps. Je vais utiliser deux termes que je vais réemployer plus tard par la suite, le camp des anti-traités et le camp des pro-traités, en référence au traité de 1922. Cette guerre civile donc s'achève en 1923 par la défaite de l'armée républicaine irlandaise, l'Irish Republican Army, l'IRA, qui a mené la lutte depuis 1919 et qui voit donc sa division et finalement sa défaite suite à la victoire des pro-traités. Dans ce contexte, je disais que cette période est nommée révolutionnaire par les historiens irlandais, pas seulement du point de vue de la lutte de libération nationale, mais aussi
du point de vue des mouvements sociaux. C'est une période qui débute d'ailleurs dans l'historiographie en 1913 par la grande grève générale qui suit le grand lockout de Dublin, mais qui s'explique aussi ce qualificatif de révolutionnaire du point de vue du mouvement ouvrier et du mouvement paysan par une activité extrêmement importante pendant la guerre d'indépendance et pendant la guerre civile, où des mouvements d'occupation des terres ont lieu, des mouvements d'autogestion de certaines entreprises ont lieu, qui prennent la forme et le nom de soviets, hein. Nous sommes quelques années à peine après la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie, et cette lutte de libération nationale irlandaise est dès les origines imprégnée d'une très forte dimension sociale. Elle est imprégnée d'une forte dimension sociale, notamment à travers la figure d'un révolutionnaire irlandais encore assez connu jusqu'à nos jours, c'est la figure de James Connolly. James Connolly qui va être, là aussi je fais très vite, un des dirigeants de l'insurrection de 1916, qui était un dirigeant socialiste, syndicaliste, marxiste, mais aussi indépendantiste, et qui sera l'un des dirigeants militaires de l'insurrection de 1916, et qui sera, comme c'est le reste de ses principaux leaders, fusillé. Mais son héritage, que l'on appelle le républicanisme socialiste, va essayer de perdurer tout au long de ces années-là. Ce républicanisme socialiste, il est synthétisé par une formule de James Connolly. Tu as cité Jaurès tout à l'heure, je cite Connolly à mon tour. La cause du travail, c'est la cause de l'Irlande, et la cause de l'Irlande, c'est la cause du travail. C'est-à-dire de ne pas décorréler la lutte de l'indépendance nationale de la lutte des classes, et à l'inverse, de ne pas décorréler la lutte des classes de la perspective de l'indépendance et de la lutte contre l'impérialisme britannique. Alors, bien évidemment, si je parle de James Connolly, c'est aussi pour vous parler de ceux qui lui ont survécu, y compris au niveau de sa famille directe, puisque son fils, Roddy Connolly, que vous voyez ici en photo auprès de Lénine au second congrès de l'Internationale communiste en 1920, Roddy Connolly va être l'un des fondateurs de ce que l'on appelle, de manière évidemment téléologique, le premier parti communiste de l'île. Vous voyez que je vous ai présenté trois organisations différentes hein, qui s'étalent de 1921 jusqu'à 1933, ce qui illustre bien évidemment à la fois l'effervescence, mais à la fois aussi les difficultés d'organiser une structure communiste dans l'île. Le premier parti communiste, donc, cofondé par le fils de James Connolly Roddy et sa sœur Nora, qui participera très activement à la guerre civile aux côtés de l'IRA anti-traité, qui participera à, à tenter d'influencer l'IRA anti-traité pour lui faire accepter un programme social, condition selon eux du ralliement des masses ouvrières et paysannes à la cause républicaine. Ce premier parti communiste va finalement péricliter car apparaît à ce moment-là une figure quasi légendaire du mouvement ouvrier irlandais, qui s'appelle James Larkin, qui lui vient plus directement du syndicalisme, voire du syndicalisme révolutionnaire. Il a été, et la photo le montre, il a été le grand leader de la grande grève de 1913 pour imposer la reconnaissance syndicale à un patronat dublinois très combatif, très anti-syndical. Et Larkin va être lui aussi un des promoteurs, aux côtés de Connolly, du républicanisme socialiste. Larkin, figure je le disais, quasi légendaire, dont l'aura et les mérites réels n'ont d'égal que son ego, et qui va dès lors chercher à s'imposer comme l'unique interlocuteur du Comintern et des soviétiques dans le champ de, de la politique communiste en Irlande, à travers sa propre organisation, l'Irish Worker League. Le Comintern acceptera cette reconnaissance et puis finalement les liens avec Larkin vont se dégrader quand le Comintern se rendra compte que finalement l'intérêt de James Larkin réside davantage autour du larkinisme, comme le disent certains historiens irlandais, que du respect des conditions d'adhésion à l'international. Cependant, dans cet entre-deux, les soviétiques vont, notamment à travers l'école léniniste internationale, tenter de former, de modeler
une génération de cadres dirigeants communistes qui, qui soient à même de fonder un nouveau parti communiste dans l'île. Cette génération, elle s'incarne, alors à travers d'ailleurs le fils, là aussi l'Irlande c'est parfois des dynasties familiales, le fils de James Larkin, un James Larkin Jr., qui lui suivra le Comintern et non pas son père, et notamment la figure de Sean Murray. Sean Murray qui va diriger, qui va s'imposer comme le leader des Revolutionary Workers Groups. Et Sean Murray, c'est un personnage intéressant puisqu'il incarne ce type de militant cominternien, puisqu'il a été formé à l'école léniniste internationale, de militant communiste qui vient directement du mouvement de libération, du mouvement révolutionnaire. Sean Murray, c'est quelqu'un qui a été membre de l'IRA, qui a combattu pendant la guerre d'indépendance et pendant la guerre civile du côté des antitraités. Par conséquent, Sean Murray a un background républicain très fort au moment où il s'impose comme l'un des premiers principaux dirigeants communistes dans l'île. C'est également à ce moment-là qu'il va mettre en œuvre, en négociant en permanence, mais nous y reviendrons, sa marge de manœuvre vis-à-vis du Comintern et vis-à-vis de la ligne qui est en place à ce moment-là, à savoir le classe contre classe. Aménager cette ligne du classe contre classe pour lui permettre quoi? De développer des contacts, des alliances, un début de front uni avec l'armée républicaine irlandaise maintenue, car l'IRA, depuis la fin de la guerre civile, n'a pas disparu. C'est une grande force plébéienne, indépendantiste, extra-parlementaire et armée, de plusieurs milliers de membres, qui est bien résolu à ne pas abandonner le combat pour la réunification de l'île et de poursuivre la lutte contre l'impérialisme britannique et contre le gouvernement pro-traité. Gouvernement pro-traité dirigé depuis 1922 et jusqu'à 1932 par William Cosgrave, qui va mettre en œuvre une politique que l'on peut qualifier de contre-révolutionnaire, politique très conservatrice, politique de libre-échange et de laisser-faire sur le plan économique et très conservatrice sur le plan des mœurs et sur le plan des droits sociaux et de la répression des luttes ouvrières. Alors, j'enchaîne tout de suite pour aller un petit peu vite. Voilà, un anticommunisme tous azimuts, puisque cette période de la fin des années 20 et du début des années 30 voit un élément politico-culturel central dans la vie politique irlandaise s'installer profondément, à savoir l'anticommunisme. Un anticommunisme qui vient de plusieurs acteurs et qui vise plusieurs acteurs également. Un anticommunisme d'abord qui vient de l'Église. L'Église, notamment depuis 1930, s'affirme comme un des éléments de la lutte anticommuniste au niveau international. Et en Irlande, l'Église catholique, qui a la haute main sur de larges secteurs de la société, la hiérarchie catholique va produire en octobre 1931 une lettre pastorale alertant sur la diffusion des idées de gauche en Irlande. Son langage évoquait des images de hordes bolcheviques déchaînées, détruisant la foi et le mode de vie du peuple irlandais. Je cite une phrase de cette lettre pastorale. Vous ne pouvez être un catholique et un communiste. L'un représente le Christ, l'autre l'antéchrist. Et cette figure de l'antéchrist va être, comment dire, une figure rhétorique employée tout au long des années 30 pour dénoncer alors le communisme, certes, mais en réalité, qui est ciblé à ce moment-là en 1931? C'est l'armée républicaine irlandaise. C'est l'IRA qui est ciblée pour son rapprochement réel ou supposé avec les communistes, mais aussi parce qu'elle-même adopte son propre programme politique en 1931 et fonde sa propre organisation politique, Shaw Era, l'Irlande libre, une organisation politique qui s'inscrit clairement à gauche, avec un programme social très avancé. Par conséquent, cette, cette, l'Église catholique va accompagner un mouvement de Red Scare, de peur du rouge, qui va être
mise en œuvre au plan juridique, légal, institutionnel par le gouvernement pro-traité qui va interdire Shaw Era, qui va interdire les Revolutionary Workers Group communistes et une quinzaine d'autres associations à la fin 1931. En réalité, que se passe-t-il? Pourquoi cette frénésie? Pourquoi cette peur du communisme, cette panique? Les pro-traités sont inquiets car ils sont de plus en plus concurrencés sur le plan électoral par une nouvelle formation politique qui est le Fianna Fáil d'Eamon de Valera, c'est-à-dire cette tendance des vaincus de la guerre civile qui finit par accepter le jeu parlementaire et qui donc se présente comme l'alternative électorale crédible anti-traité vis-à-vis des pro-traités au pouvoir depuis 9 ans. Donc, le gouvernement met en place cette peur du rouge face aux communistes, face à l'IRA, mais aussi donc face à Eamon de Valera qui conduit le Fianna Fáil, considéré au mieux comme un Kerensky irlandais, au pire comme l'annonce d'une révolution sociale à venir en Irlande. Et surtout, nous sommes 10 ans après la fin de la guerre civile et donc le gouvernement craint, s'il y a un retour au pouvoir de ces vaincus de la guerre civile, le déclenchement d'une terreur républicaine, d'une vengeance des vaincus de la guerre civile contre eux. Cette peur d'une revanche des vaincus de la guerre civile va bien évidemment se développer d'autant plus une fois que Fianna Fáil parvient au pouvoir effectivement en 1932. Je vous ai mis une affiche de Koeman Engel, une affiche électorale de 32. We want no Reds here, keep the color of your flag, c'est-à-dire que l'anticommunisme est mobilisé bien au-delà des simples cercles communistes qui seraient visés. Tanaf Eamon de Valera arrive au pouvoir en 1932, relégalise l'armée républicaine irlandaise qu'il a soutenue durant sa réélection, libère des centaines de prisonniers politiques, et dès lors, des affrontements de rue éclatent entre anciens pro-traités et anciens anti-traités. Les anciens pro-traités, ceux qui étaient au pouvoir il y a encore quelques mois, euh, décident d'organiser une structure paramilitaire qui s'appelle l'Army Comrades Association et qui, très vite, au printemps 33, va se doter d'un uniforme qui va lui, qui va lui accoler son surnom. On les appelle les chemises bleues. Ils sont dirigés par un certain Owen O'Duffy, un général qui a fait partie de l'IRA durant la guerre d'indépendance, puis qui a combattu l'IRA anti-traité durant la guerre civile, puis qui a été responsable de la police sous le gouvernement de William Cosgrave et qui est débarqué par Eamon de Valera une fois que celui-ci essaie de faire un petit peu de ménage dans les hauts cadres irlandais. Bien évidemment, ces chemises bleues, alors il y a des grands débats, hein, évidemment, entre historiens irlandais pour savoir si ces chemises bleues étaient fascistes ou pas fascistes. Vous me pardonnerez mon schématisme, mais pour ma part, j'estime que quand ça pense comme un fasciste, que ça parle comme un fasciste, que ça s'habille comme un fasciste et que ça agit comme un fasciste, il y a de fortes probabilités que ça ressemble quand même très fort à du fascisme. Mais bien évidemment, les choses sont toujours plus complexes. Néanmoins, cette menace est perçue comme fasciste par les communistes, par de larges secteurs de la gauche irlandaise, par de larges secteurs de la gauche républicaine irlandaise. Et dès lors, une succession de batailles de rue euh, se déclenche dans les rues irlandaises, grosso modo de 1933 jusqu'à 1935. Elles opposent les chemises bleues à la police et à l'IRA essentiellement. Je parle de temps des recompositions puisque du côté des pro-traités, les chemises bleues vont être au cœur d'une réorganisation de l'opposition à Eamon de Valera. Un nouveau parti est créé en septembre après l'échec d'une tentative de marche sur Dublin à l'été 1933 par Owen O'Duffy et ses chemises bleues, avec l'exemple bien évidemment, je veux dire, à l'image de ce que Mussolini et ses chemises noires avaient réalisé en Italie.
Le gouvernement des Valera fait preuve de fermeté. L'IRA, de son côté, et les communistes étaient prêts à l'affrontement de rue avec les chemises bleues. Par conséquent, c'est un coup d'arrêt marqué au développement de ces chemises bleues, mais celles-ci décident de se réorganiser de façon plus politique et ils sont à l'origine, avec l'ex-parti de Cosgrave et un parti du centre, d'un nouveau parti qui va encore aujourd'hui dessiner la vie politique irlandaise, le Fine Gael, aujourd'hui parti respectable de centre droit, mais dont les premiers cofondateurs furent pour le coup d'authentiques fascistes, d'autant que son premier responsable, c'est O'Duffy lui-même, ce général à la tête des chemises bleues. Recomposition aussi du côté des communistes, qui cèdent malgré l'adversité aux pressions de Moscou qui les poussaient à se structurer en un parti communiste, en une organisation qui porte dans son nom le mot communiste. Et donc, en juin 1933, vous avez la fondation du second parti communiste irlandais. Juste avant juin 1933 et cette fondation, alors que la capitale irlandaise et la presse réactionnaire et cléricale se répand de rumeurs justement de la fondation de cette nouvelle organisation quasi démoniaque, une foule émeutière attaque le siège des organisations communistes et d'autres organisations de gauche en mars 1933. Pour vous euh, donner un peu un ordre d'idée de l'ambiance, dans sa pastorale de Carême 1933, l'évêque de Kildare prévient: soyez prêts à vous battre, il n'y a aucune raison pour que quiconque entreprend de propager le communisme soit autorisé à le faire. En mars 33, quelques jours avant l'attaque, un prêtre à Dublin déclare à sa congrégation: si vous croisez dans la rue un individu que vous savez être communiste, attaquez-le. Si vous ne le faites pas, il brûlera vos églises. Voilà dans quelle atmosphère d'hystérie anticommuniste attisée par l'Église catholique, la violence de mars 33 doit être replacée. Comme le dit Brian Hanley, historien irlandais, dans l'Irlande des années 30, être qualifié de communiste n'était pas seulement une diffamation, mais une menace potentiellement violente. Ni le Parti travailliste, ni les dirigeants syndicaux ne se montrent solidaires des communistes une fois leurs bâtiments attaqués et incendiés. Seule une poignée de républicains radicaux ont eu le courage de dénoncer publiquement ces attaques. Et le soir même de l'attaque, Charles Gilmore, qui fait partie de l'aile gauche de l'IRA, amène avec lui quelques volontaires armés pour défendre ses camarades communistes. Dès le lendemain, il est désavoué par la direction de l'IRA. 33, le temps des recompositions, également du côté de l'IRA, puisque malgré les rapprochements qu'il y eut dès les années 20 entre l'IRA et le mouvement communiste, en 1933, l'IRA, par pragmatisme plus que par idéologie, considérant sa proximité avec le communisme comme trop dangereuse, trop négative pour son image, décide de rompre avec cette proximité avec les communistes, décide de purger de ses rangs ceux qui feraient montre de double appartenance IRA-Parti communiste, et par conséquent, c'est le début d'un accroissement des tensions internes au sein même de cette organisation. 1934, division dans l'IRA. Je vous présente ici deux figures de l'aile gauche de cette armée républicaine irlandaise: Frank Ryan, photographié en 1933, et Peadar O'Donnell, peint en 1934. Peadar O'Donnell, qui est un ami proche de Sean Murray, le secrétaire général du jeune second parti communiste d'Irlande, un ami personnel, lui aussi une grande figure du mouvement républicain, qui depuis la guerre civile se déclare ouvertement socialiste et qui tente d'imposer sa vision de gauche à ses camarades de l'IRA. En 1933, puis en 1934, Ryan, O'Donnell, Mike Price, George Gilmore et d'autres cadres, mais pas des petits cadres, des cadres très haut placés de l'armée républicaine irlandaise tentent euh, d'imposer à l'IRA un programme de gauche. À chaque fois, leurs tentatives sont déboutées par la direction de l'IRA. Et en avril 1934, c'est la rupture. Ryan, O'Donnell, Gilmore, Price vont quitter l'organisation et appellent à la constitution d'un large front anti-impérialiste qui prendrait le nom de Republican Congress.
C'est donc la fondation entre le printemps 34 et septembre 1934, l'appel par cette aile gauche de l'IRA à la constitution d'un Republican Congress. Au début, les communistes répondent de manière prudente, timide aux appels de l'IRA pour deux raisons. La première, c'est que la ligne classe contre classe est tout de même toujours bien là et qu'il ne s'agirait surtout pas, comme l'a dit Serge tout à l'heure, à se faire avaler dans une alliance. Euh, Néanmoins, deuxième autre facteur qui explique cette timidité, l'absence du secrétaire général Sean Murray, très proche, lui, des Républicains, qui est en tournée aux États-Unis pour récolter des fonds et créer des branches dans la diaspora irlandaise. Puisque quand on évoque les mouvements politiques irlandais, ne jamais négliger hein, cette phase, cet aspect, pour le coup très global et très connecté, de la diaspora irlandaise. Sauf que Sean Murray revient en Irlande à la fin de l'été, et très vite le ton change. Et les communistes vont être partie prenante de la fondation de cette organisation. Cette organisation, elle va avoir une fondation quelque peu bouleversée, puisque dès la conférence de Rathmines de septembre 1934, où elle se crée, je surveille l'heure en même temps, pardon, euh, son bureau d'organisation est divisé. Il y a deux tendances qui émergent. Une première, minoritaire, menée par O'Donnell, Ryan, souhaite que le Republican Congress soit une organisation de type Front Uni et qu'elle ait comme mot d'ordre la République. À leur gauche, si je puis dire, majoritaire, Michael Price, Nora Conley, la fille de James Conley, et d'autres, eux, souhaitent que le Republican Congress devienne un nouveau parti et adopte comme principal slogan une république des travailleurs. Or, les communistes et d'autres vont faire pencher la balance en faveur des minoritaires, de O'Donnell et Price, notamment parce qu'ils ne veulent absolument pas entendre parler de la création d'un nouveau parti, puisque, à leurs yeux, le seul parti qui vaille, c'est le parti de la classe ouvrière, c'est le Parti communiste, mais que, dans le cadre d'un front uni, ils sont tout à fait disposés à accepter le mot d'ordre de république. Alors, les ex-majoritaires refusent cette nouvelle ligne et vont, dès le soir même, quitter l'exécutif du Republican Congress, ce qui fait que le Republican Congress, pour beaucoup d'historiens, est quasiment mort-né dès sa naissance, quelque part. Euh, je trouve que ce jugement est peut-être un peu hâtif. Le Republican Congress a des activités importantes de 1934 jusqu'à 1935. Il vivotera jusqu'en 1938, mais néanmoins, il constitue un exemple intéressant de mise en place, de tentative de mise en place d'un front uni sur des bases anti-impérialistes, reprenant à son compte la question nationale, mais aussi participant de très près aux luttes sociales. Quand je dis les luttes sociales, je pense aux luttes paysannes, je pense à la question très importante et à bien des égards encore aujourd'hui en Irlande à la question du logement. Les communistes et le Republican Congress vont être partie prenante d'énormément de luttes contre le logement insalubre. Ils vont mettre en place des organisations de locataires. Ils vont être très investis également dans le mouvement des chômeurs. Alors, vous remarquerez, paysannerie, locataires, chômeurs, on est loin des gros bataillons de la classe ouvrière organisée qui, elle, euh, j'allais dire, largement prise en main par le Labour Party et par les directions syndicales, refuse absolument toute main tendue de ce côté-là. Bien évidemment, je vous ai dit que les communistes avaient soutenu ce mot d'ordre. Pourtant, les communistes, une fois la conférence de fondation du Congrès républicain passée, se font admonester par l'internationale communiste pour avoir défendu le mauvais slogan. Ils auraient dû défendre la République des travailleurs et non pas la République tout court. Ils se sont mis à la remorque de O'Donnell et des républicains de gauche. Ils n'ont pas assez mis en avant l'indépendance du Parti communiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut en revenir certes à des divergences politiques, mais aussi à des affaires très concrètes.
la question de la communication entre Dublin, Londres et Moscou. Comment l'internationale communiste, à partir de février 1934, communique avec sa section irlandaise? Pour un certain nombre de messages importants, elle communique par radio. Et le récepteur radio est détenu par Harry Pollitt, qui est le secrétaire général du Parti communiste de Grande-Bretagne. C'est donc par l'intermédiaire des communistes britanniques que les communistes irlandais sont informés des consignes de Moscou et de l'international, notamment du secrétariat anglo-américain qui s'occupe des affaires de l'Irlande. Or, Harry Pollitt a une inimitié profonde envers Sean Murray, le dirigeant républicain, le dirigeant communiste irlandais, son homologue irlandais, et il fait de la rétention d'informations un certain nombre de fois, et notamment au moment de la réception des consignes à la veille de la fondation du Republican Congress, où l'IC disait soutenez le mot d'ordre Workers' Republic et pas seulement Republic, eh bien, Pollitt ne va pas transmettre ces informations et c'est pour cela que Murray se retrouve un peu en porte-à-faux, pensant avoir défendu la juste ligne de l'international et se faisant admonester par la suite. Dès le départ, en fait, dès le premier parti communiste, les relations entre le CPGB, Parti communiste de Grande-Bretagne, et les communistes irlandais sont empreintes, à mon avis, d'un fort sentiment de paternalisme, voire, pour reprendre les mots d'Alain Ruchot, de fraternalisme, lorsqu'il évoquait lui-même les relations qu'il pouvait exister à certains moments entre PCF et Parti communiste algérien, c'est-à-dire en fait tout simplement entre communistes ressortissants de la métropole et communistes ressortissants de la périphérie coloniale. Néanmoins, ça doit nous amener également, à mon avis, à des réflexions plus larges sur toute cette période de front uni, mais aussi de passage progressif, tortueux, du classe contre classe à la nouvelle ligne de front populaire. Euh, je vous l'ai dit, Sean Murray avait réussi à s'aménager des marges de manœuvre vis-à-vis du classe contre classe. C'était le moment où il pouvait déclarer en novembre 1932, justement lors d'un congrès du Parti communiste de Grande-Bretagne, le PC doit être le parti de l'indépendance nationale. Cette question nationale n'est pas quelque chose sur la route du PC qui le tient à l'écart du combat, mais c'est l'arme la plus puissante entre les mains de la classe ouvrière en Irlande. Donc une ligne très anti-impérialiste, très favorable à une unité avec le mouvement républicain, et on voit Sean Murray dans sa correspondance avec l'internationale communiste tenter de convaincre ses camarades soviétiques que les alliés les plus fiables ne se trouvent pas dans le Labour ou dans les syndicats, mais dans le gras. Et ça, c'est quelque chose que le Comintern finit par lui accorder, l'anti-impérialisme du Comintern, nous le savons, a connu des fluctuations, et je me permets de te citer, Serge, dans ton ouvrage sur l'international communiste, je me permets de te citer non pas par flagornerie, mais parce que je trouve que ce paragraphe nous permet peut-être de dézoomer et d'avoir une vision plus globale de ce qu'on vient de voir. Il reste que les relations entre les communistes et l'anti-impérialisme dans les pays coloniaux ont été marquées par les oscillations du Comintern concernant le lien entre lutte nationale et lutte sociale, avec deux épisodes qui ont favorisé en sens inverse leur dissociation. Entre 29 et 34, les ruptures avec les mouvements nationalistes dans le cadre de la ligne classe contre classe, dont les dégâts sont majeurs en Inde, au Moyen-Orient ou en Afrique. Puis, à partir du Front populaire et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nonobstant la parenthèse 39-41, la politique antifasciste conduit le Comintern à encourager, au moins dans les pays alliés de l'URSS, les PC à reporter à plus tard la lutte pour l'indépendance nationale. Bon, il est clair qu'en Irlande, malgré la volonté de Sean Murray de s'aménager des marges de manœuvre, ce processus a sans doute freiné des potentialités qui pouvaient réellement être là. Un exemple un petit peu drôle, lorsque Sean Murray lance sans doute, pris dans la frénésie d'un discours à la fin 1933, un mot d'ordre, nous les communistes, nous sommes la société des Irlandais unis du XXe siècle. Société des Irlandais unis, référence à la révolution de 1798, fondatrice du républicanisme en Irlande, menée par notamment un protestant, Wolfe animé par les idéaux de la Révolution française. Ce mot d'ordre qui, moi, me fait penser tout de suite au PC des États-Unis au moment du Front populaire, qui déclare que le communisme est l'américanisme du XXe siècle. Là, c'est nous sommes la société des Irlandais unis du XXe siècle. Bon, et ben, quand Sean Murray fait cette déclaration,
Et il l'a fait en novembre 1933, et donc c'est encore un peu tôt. Et l'ICE déclare conception erronée, Bien sûr. bien sûr. Bon, cela étant, la nouvelle ligne de Front Populaire est accueillie avec, euh, avec optimisme par les communistes irlandais, puisque pour eux, c'est finalement une sorte de confirmation de la ligne qu'ils ont tenté de suivre bon an, mal an jusqu'à présent. Cependant, et là je dois aller très vite, donc je taille à la serpe et je raccourcis par rapport à ce que je voulais vous dire, euh, il n'existe pas de possibilité réelle d'élargir l'audience du Congrès républicain. C'est-à-dire que les communistes se retrouvent dans un contexte d'hostilité absolument prégnante, se retrouvent finalement à ne pouvoir compter que sur une aile gauche des républicains irlandais qui elle-même a rompu avec le gros des bataillons de l'IRA. Et donc au final, euh, ces tentatives de front populaire ne verront peut-être qu'un début d'aboutissement au moins symbolique sur le sol irlandais dans quelque chose de beaucoup moins symbolique qui est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne qui va voir un nouveau déchaînement d'anticommunisme en Irlande, confère les nombreux meetings où, par exemple, Harry Polit, pour revenir à lui, ou William Gallagher du Parti communiste de Grande-Bretagne, ou n'importe quel membre du Parti communiste ou de l'aile gauche de l'IRA essaie de prendre la parole dans les rues de Dublin, il est systématiquement attaqué par des foules émeutières. Systématiquement. Sean Murray doit se balader en permanence à partir de 1932 avec une arme sur lui. Et on ne compte pas les agressions qui surviennent contre des militants communistes. Militants communistes, je le précise tout de même, qui ne comptent sur toute la période, qu'entre 100 et 200 adhérents, sur une population de 3 millions d'habitants. Néanmoins, malgré leur faiblesse, cette mouvance parvient à se structurer autour d'un nouveau journal dans le courant de l'année 36-37, le Irish Democrat, qui va attirer à lui, un peu sur le modèle de ce qui se fait aussi en Grande-Bretagne, des intellectuels, et où des structures de théâtre, de l'édition, des bibliothèques et de l'éducation populaire vont se mettre en œuvre pour essayer de diffuser dans un contexte très compliqué des idées de gauche et front populariste en Irlande. Bien évidemment, la question irlandaise, c'est la question du soutien à Franco. La quasi-entièreté des forces politiques et de la presse en Irlande apporte son soutien à Franco. Le Labour Party lui-même tente à tout prix d'éviter le sujet. Et quand il produit son premier document sur l'affaire espagnole, c'est pour mettre sur un pied d'égalité les communistes et le nazisme et de ne pas prendre parti pour ou contre Franco. En revanche, la droite irlandaise réunie dans un Irish Christian Front, un front chrétien irlandais, largement soutenu par des magnats de la presse, largement financé et largement soutenu surtout par l'Église, va recruter assez massivement une brigade irlandaise sous le commandement d'Owen O'Duffy, hein, ce chef fasciste que nous avions connu au début des années 30, le revoilà en 36, et qui prend part à une expédition en réalité fort peu glorieuse sur le sol espagnol, qui se solde par un échec, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Les républicains, de leur côté, envoient environ 70 personnes, diront peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y a en tout 250 Irlandais qui combattent dans les brigades internationales, mais sur ces 250, tous ne partent pas d'Irlande. Je vous ai mis ici une photo de Frank Ryan, hein, ce républicain de gauche qui devient le commandant des volontaires irlandais communistes et ex de l'IRA qui vont combattre aux côtés de la République dans les brigades internationales, la 14e brigade puis la 15e, refusant au passage d'être intégré au bataillon britannique, hein. Il est ici en photo avec un autre volontaire irlandais, John Robinson, qui est originaire de Belfast, mais qui lui vient des États-Unis. Frank Ryan sera d'ailleurs capturé, mais je ne reviens pas sur son parcours complexe. Reste que les efforts de solidarité en Irlande avec l'Espagne républicaine permettent l'embryon, un embryon de front populaire.
Face à l'adversité en janvier 39, les communistes finalement se rapprochent d'une forme de soutien critique au gouvernement de Fianna Fáil, tandis que l'IRA, elle, devient de plus en plus dominée par une aile militariste qui l'éloigne du combat politique. Je conclus donc, si vous le permettez, en réalité, si tentative de politique de Front populaire il y eut, si l'on entend par là une politique de gauche, d'alliance antifasciste reprenant en son compte la question nationale, celle-ci se fit hors du cadre imposé par l'IC et même contre lui. Elle se fit légèrement à contretemps de la chronologie globale, 35-38, entre le début des années 30 et la formation du Republican Congress en 34. Les années qui suivirent ne constituent certes pas une traversée du désert, mais la politique d'union telle qu'officialisée au 7e congrès de lycée d'août 35 ne pouvait se mettre en place sur un tel terrain. Les communistes étaient trop marginaux, les républicains trop divisés, le mouvement ouvrier établi, parti travailliste et syndicats, trop anticommunistes et trop intégrés. Les communistes eux-mêmes, très peu nombreux, ne formaient pas un bloc homogène et Sean Murray, déjà fragilisé dans ses rapports avec le centre, ne fut jamais vraiment un leader incontesté. En 1938, il était trop tard pour un appui critique à un gouvernement Fianna Fáil qui de toute façon n'en avait plus besoin, et l'IRA se lançait dans une fuite en avant militariste. Enfin, les politiques réactionnaires de l'Église catholique minaient un terrain déjà difficile après la guerre civile et ses traumatismes. Cependant, si, pour citer Adrian Grant, un historien irlandais, ceux qui portèrent la flamme verte et rouge dans les années 20 et 30 ne parvinrent jamais à se coaliser dans un groupe unifié, la politique qu'ils tentèrent de mettre en œuvre n'avait pas dit son dernier mot, mais ceci est sans doute une autre histoire qui nous conduirait davantage vers le nord de l'île, où vous voyez ici une fresque des années 2000 qui rappelle la constitution du Congrès républicain. Je vous remercie et je termine simplement en vous présentant 4 ouvrages que, pour ceux qui ont la chance de pouvoir lire en anglais, me paraissent des références absolument incontournables sur le sujet. Reds and the Green d'Emmett O'Connor sur les relations entre le Comintern et l'Irlande, la biographie de Sean Murray par Sean Byers, euh, le livre de Brian Hanley sur l'IRA dans ces années-là, et enfin un livre très intéressant avec le socialisme, avec le républicanisme socialiste comme fil conducteur, celui d'Adrian Grant. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. J'avais évidemment une série de questions et de remarques à vous soumettre à tous les trois, et je reste autant que possible attentif dans la mesure où mes capacités techniques me permettent de les relever. Questions qui pourraient être posées en ligne, ainsi évidemment qu'à celles qui pourraient être posées depuis la salle des séminaires de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Bien. Alors, j'avais donc quelques questions et remarques à vous soumettre à tous les trois dans un premier temps. D'abord, sur la thématique de l'histoire mondiale. Plusieurs choses. Histoire mondiale comme programme, mais programme complexe, parce que si on prend la question du cheminement, par exemple, de ces fronts populaires, il y a bien sûr un contexte peut-être mondial, marqué par la Grande Dépression et une montée des périls qui est assez marquée dans beaucoup de pays et qui hante beaucoup d'autres, de ceux qui, en clair, des endroits où l'extrême droite prend le pouvoir et des endroits où l'extrême droite n'est pas au pouvoir, mais cette montée dans ces autres pays les inquiète et souvent les concerne. Mais en même temps, si je suis bien vos travaux, on a l'impression que cette ambition de Front populaire n'est pas le fruit d'une imposition mondiale, si je puis dire. C'est plutôt l'inverse, puisqu'on a évoqué une internationale socialiste assez réticente, une internationale communiste qui, dans un premier temps, ne paraît pas complètement convaincue. Donc une histoire mondiale, mais sans une espèce d'acteur mondial premier qui viendrait par en haut, si je peux dire, propulser cette dimension-là. On a l'impression qu'on a des contextes nationaux qui poussent, qui vont dialoguer avec le mondial, qui lui-même digère, repousse cette affaire-là. Le tout sur fond, si je reviens dans le monde communiste, sur fond de questionnements développés sur les voies nationales. Donc un moment d'histoire mondiale, mais de démondialisation à certains égards. C'est-à-dire où on se dit que, somme toute, justement, c'est la citation par laquelle tu as commencé, c'est-à-dire que les questions nationales est une question importante, on ne peut pas faire partout la même chose, etc., etc., etc.
et même de réappropriation nationale. Parce que tu disais que le mot d'ordre arrivait un peu tôt en 33, mais après, typiquement, nous sommes aujourd'hui à notre temps ce qu'étaient les Jacobins au leur, c'est ce que diront les communistes français en pleine période du Front populaire, etc. Robespierre, son métro, etc. Duclos, etc. Donc on a cette dimension-là. Et j'ajoute enfin, alors même que ces Fronts populaires ont affaire avec des accusations de n'être que des agents d'acteurs étrangers qui veulent imposer des projets mondiaux. Donc on a cette espèce de paradoxe peut-être. Donc c'était la première série. Deuxième chose, c'est que dans un contexte historiographique où on voit bien les grandes recherches quand même, il y a une espèce de feu d'artifice, il y a des choses, il y a des trucs qui existent, le franc, tout ça, des choses, bon, tout ça, bon, ok, dans les années 60, très bien, mais ça monte en puissance dans les années 70 quand même, et 80, avec il y a une espèce là, de feu d'artifice quand même, je reprenais sur les grosses thèses, les très grosses thèses, en plus c'était encore les thèses d'État, donc on prend quand même, je sais pas moi, on prend 80, 87, bon, il y a la thèse d'Elisabeth Duréau sur Daladier, secrétaire de la France, mettons. Ensuite, 88, la thèse de Pierre Laborie sous la direction de Roland Trempet sur l'opinion publique et les représentations de la carte nationale 36-44. Donc 87, Duréo, 88, Laborie, 89, Margueraz, l'État à la direction des finances et de l'économie en France, 32-52, 90, Volikov, 94, Rantakovsky, pour prendre juste cette période-là, où on a des gros sur les manifestations. Donc on a quand même, on voit bien que c'est le contexte d'efflorescence historiographique qui est très puissant dans ce moment-là, et un moment où on sent bien qu'intellectuellement, il reste marqué par un contexte politique contemporain qui est celui de l'union de la gauche, PS-PC. Or, en réalité, quand on écoute Dimitri, et même quand on regarde le cas français, PS-PC c'est très important, mais bon, la grande force dominante, alors certes, qui va être un petit peu rattrapée, si je puis dire, par les socialistes en 36, puisque c'est eux qui passent devant, mais c'est quand même les radicaux. C'est quand même les radicaux. Et donc, on ne peut pas penser, c'est inconcevable de penser les fronts populaires juste en regard PSPC. En réalité, c'est jamais ça. C'est jamais ça. Et donc, de ce point de vue, autant il est plutôt facile de travailler avec des acteurs mondiaux, international communiste, international socialiste, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste, si je puis dire, quand tout le reste n'est pas proportion négligeable, si je peux dire, dans le cas de la France, comme dans les autres cas. Donc, pour réfléchir à cette histoire mondiale. Bon, troisième chose, évidemment, il y a ce que tu as évoqué, Jean, sur la question des archives. C'est-à-dire qu'il y a eu dans la période récente, il y a eu des possibilités d'accès à un nombre d'archives très considérable, qu'il s'agisse des archives d'organisation au pluriel, à différents échelons d'ailleurs, évidemment les mémoires et les archives même policières. Mais pour une histoire mondiale, évidemment, on voit ça à peu près pour la France, mais on s'interroge sur les autres possibilités archivistiques dans les autres pays, si je puis dire. Parce que, bon, quand même, voilà, pour cette histoire mondiale-là. Et donc là, j'aimerais que vous nous en disiez un peu davantage sur ça, avec déjà pour la France, maintenant, un peu un sentiment de vertige parfois, tant il y a d'archives. On passe un peu de la pénurie à l'abondance, mais avec ce qu'elle a d'excitant, mais ce qu'elle a de difficile pour une appréhension, si je peux dire, qui soit un peu globale. Mais bon, en tout cas, voilà ce qu'il en est pour d'autres pays, si je peux dire, de ce point de vue. J'ai bientôt fini, hein, je ne vais pas être trop long. Sur la question histoire mondiale, toujours, on a l'impression, enfin, moi, forcément, je m'interroge sur les mondes colonisés, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une histoire mondiale? Parce que sinon, c'est une histoire occidentale, en quelque sorte. C'est une grande histoire occidentale des Fronts populaires. C'est pas mal déjà. Mais est-ce qu'il y a une histoire mondiale des Fronts populaires? Est-ce que les mondes colonisés, il y a quelque chose à dire, si je puis dire, sur, pas les conséquences du Front populaire en Europe sur les mondes colonisés, mais est-ce qu'il y a une histoire Front populaire dans les mondes coloniaux, ou est-ce qu'il y a juste une histoire des conséquences des politiques des fronts populaires menées dans les pays occidentaux? Ça, c'était une question. Et enfin, je termine simplement sur les enjeux de mémoire qui ont été évoqués ici. Euh, pour, bon, en tout cas, deux choses peut-être sur mémoire. Et puis France, hein, parce que je vais être prudent, parce que je ne veux pas m'aventurer au-delà. Mais effectivement, à l'échelle biographique et sans grande étude, mais en tout cas de mon côté, je vois bien, on sent plutôt ce que tu as dit, qu'il y a une mémoire comme du Front populaire comme d'un succès, qui est quelque chose d'assez fort, qui existe
dans la population, qui a un temps été relayé aussi par les programmes scolaires. Moi, j'ai un petit peu vu ça, Matignon, tout ça, en collège, on voyait ça. On voit plus tellement ça, puis totalitarisme a tellement tout digéré. Mais quand même, bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et en même temps, il y a aussi d'autres choses, c'est que il y a aussi parfois maintenant très faible, mais pour les organisations politiques, et notamment dans le cadre d'un atelier d'histoire sur le communisme, il y a pu avoir une mémoire du Front populaire comme d'un échec. Et dans une réflexion traditionnelle des révolutionnaires, c'est-à-dire comme Lénine et tous les révolutionnaires sont hantés par la commune en disant c'est magnifique, mais ça a échoué. Réfléchissons donc aux causes de l'échec pour ne pas les reproduire. Et on sait la réponse qu'ils ont, ils n'étaient pas assez organisés, etc., etc., etc. On a l'impression qu'à certains moments, le mouvement communiste se dit le Front populaire c'est très sympathique, comme la commune c'est très sympathique, mais somme toute, ça dure un peu plus longtemps, mais bon, ça échoue à la fin quand même, et sérieusement. Et donc, comment dire, analyser, non pas cette réussite, mais analyser cet échec pour ne pas le reproduire. On a l'impression que ça paraît un peu éteint aujourd'hui comme mémoire, mais on sent que ça a pu être vivant à certains moments, cette mémoire du Front populaire comme d'un échec. Plusieurs éléments dans tes questions. Effectivement, on peut s'intéresser aux enjeux et qui ne soient pas simplement une histoire occidentale des fronts populaires. Bien sûr, ça va de soi, c'est essayer de prendre à bras-le-corps la question des colonies ou, si ce n'est pas des colonies, des enjeux des autres continents. Il n'y a pas simplement la logique impérialiste qui est à l'œuvre, même si elle est fondamentale et importante et permet de comprendre ce qui se joue, et entre autres pour l'Algérie, la naissance du Parti communiste algérien, les espoirs que représente le Front populaire avec l'étoile nord-africaine, mais en même temps toutes les désillusions qui encourent et qui vont permettre au mouvement nationaliste d'émerger, c'est-à-dire à une rupture par rapport à la logique, on va dire, de la métropole et des métropoles. Ça, c'est un des premiers aspects. Mais il y a aussi des choses spécifiques, là encore, ce qu'on disait tout à l'heure, entre culture nationale et enjeux internationaux. Les documents, par exemple, pour l'Afrique du Sud, ont été publiés. Nos collègues d'Afrique du Sud ont travaillé avec les archives du RGASPI, donc les archives de Moscou, qui conservent les archives des rapports entre les sections nationales et l'internationale communiste, et tous les rapports ont été publiés et nous invitent, en fin de compte, à regarder les rapports avec l'ANC, parce qu'il n'y a pas que simplement les enjeux du Parti communiste d'Afrique du Sud, et à regarder la question et les questions raciales. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au 7e congrès, les gens qui interviennent au nom du Parti communiste d'Afrique du Sud, eh bien, considèrent encore la logique classe contre classe, anti-impérialiste, quelque chose d'important et à l'heure. Donc, dès lors, ils se font, c'est les enjeux là tout à l'heure, tu disais concernant l'Irlande, ils se font taper sur les doigts parce qu'ils ont raison trop tôt, mais là, ils se font taper sur les doigts parce qu'ils ne prennent pas le tournant du Front populaire. Et on va avoir une remise en œuvre, en quelque sorte, une remise en ordre de ces différents partis. Alors, certains vont l'accepter, d'autres vont plutôt faire comment dirais-je, un profil bas pendant quelques années et reprenant par conséquent, par la suite, la lutte anti-raciste, anti-apartheid, anti-racisme qui pouvait exister. Voilà un des exemples. Alors, bien sûr, il faudrait le regarder à tous les niveaux. Ce qui se joue également en Chine, au moment, on l'a évoqué tout à l'heure, du Front patriotique, et comment le Front patriotique va, pendant une période, me semble-t-il, simplement être pensé comme l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le prélude à la Seconde Guerre mondiale, et on va complètement le prendre, et on l'a vu aussi récemment dans des commémorations importantes et récentes du côté chinois, comment en fin de compte ça va jusqu'à 1949 et qu'on oublie le moment 34, enfin 33, 35, 36, dans lequel est né ce mouvement par rapport, en fin de compte, aux événements d'après. Donc ça, tu as raison. Bien sûr, la grande question, c'est, attention, il ne faut pas, au nom de l'histoire mondiale, au nom de cette histoire connectée, etc., refaire une histoire occidentalisée, en quelque sorte, des fronts populaires. Mais ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est de prendre à bras-le-corps différentes
dynamiques. Tu l'as dit, il y a celle des organisations constituées. On peut travailler au niveau des internationales ouvrières. On a ce qu'il faut maintenant, me semble-t-il, d'un point de vue non seulement accessibilité aux archives, mais il y a une historiographie sur le sujet. Au niveau des internationales, cette fois-ci syndicales, effectivement, profit interne et international d'Amsterdam, dans certains endroits, on va avoir des rapprochements qui vont amener jusqu'à la fusion. Il n'y a pas que la France où la CGT se réunifie. Il y a d'autres exemples. Certes, c'est pas important, mais ça existe et ça participe d'eux. Donc là, c'est un des points de vue, une des réponses qu'on peut apporter. Les autres réponses, et Serge l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question des relations internationales, de la place de la SDN dans ce mouvement, en quelque sorte, par rapport non seulement aux logiques de guerre, aux logiques du fascisme, aux logiques de l'impérialisme, entre autres mussolinien, mais pas simplement, donc la place de la SDN. C'est une des réponses, parce que se développe, n'oublions pas, on l'a dit tout à l'heure, mais on est 20 ans, 1936 après Verdun, se développe un grand mouvement aussi pacifiste avec le Rassemblement universel pour la paix. Donc le RUP, en quoi le RUP, et là je renvoie aux travaux entre autres de Rachel Mazui, en quoi il nous permet de revisiter aussi ces enjeux internationaux. Donc on a en quelque sorte les organisations internationales, on a tout ce qui participe à oui, à influencer ou avoir comment dirais-je, des effets induits à l'échelle internationale. Et puis, mais ça c'est un classique du genre, il y a aussi les rapports bilatéraux entre les États. Il y a les enjeux de guerre. La guerre civile espagnole change la donne totalement. Les enjeux de la guerre civile espagnole renversent aussi les représentations. Même si le gouvernement de Front Populaire de Léon Blum, et là on voit très bien avec le retour des archives, avec tout ce qui... Il y a les contradictions dans lesquelles se trouve Blum entre la non-intervention, laisser passer des avions, les logiques des brigades internationales, mais la plupart des militants qui vont combattre en Espagne, ils n'étaient pas tous du Parti communiste, que ce soit Rémi Skoudelski ou Édouard Zille, ils ont bien montré les enjeux qu'il y avait derrière. Donc, il faut, de ce point de vue-là, bien sûr, dans une histoire mondiale, c'est s'intéresser aux circulations des idées, aux circulations des hommes, aux circulations des femmes, aux circulations des objets, des symboles, parce que, me semble-t-il, et c'est ça qui nous intéressait dans cette vision, alors bien sûr peut-être c'est à tâtonnement, peut-être que c'est au début et aux prémices, mais ça nous permet de revisiter des choses, ne serait-ce que même par une histoire du cinéma. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas perdre de vue, mais dans ces années 30, on a déjà un festival international important, Venise, et en quoi, en fin de compte, le cinéma est porteur aussi à l'échelle internationale de ce moment Front populaire. Et donc, essayer de penser, en fin de compte, tout ce qui permet cette circulation. On a évoqué tout à l'heure les enjeux de Keynes, de Roosevelt, de ces logiques du rôle nouveau de l'État. C'est les conventions collectives, Serge en parlait, les travaux de Laure Machut, de travailler en fin de compte aussi sur tout ce droit social international qui commence à être mis en œuvre à ce moment. Donc voilà, c'est un chantier, c'est décaler le regard, prendre un chemin de côté parfois, prendre des traverses, mais essayer d'en donner différents aspects. Moi, je voulais juste dire, tu as posé la question, je ne sais pas complètement ou pas complètement, mais j'ai envie d'y répondre. Dans le panorama qu'évoque Jean, et que moi j'ai évoqué aussi, il y a quelque chose qu'on retrouve en Irlande et ailleurs, c'est dans les années 30, corrélativement à la crise économique, qui est une crise aussi des échanges, qui est une montée du protectionnisme, une fragmentation du monde, on a un phénomène qui est un phénomène dans presque tous les pays de montée des formes nationalistes, identitaires, et qui tentent de développer des formes capables de rassembler des populations les unes contre les autres, quoi.
on a ce phénomène, là, on n'a pas parlé du Moyen-Orient. Si on prend la question du Moyen-Orient et de la manière dont les nouveaux régimes arabes, sous l'influence aussi des anciens pays dominants, en l'occurrence les Anglais ou les Français au Moyen-Orient, jouent les uns contre les autres dans ces populations, on a une manière qui est une manière extrêmement forte et extrêmement violente pour briser tout ce qui est alternative, progressiste, populaire et démocratique. Et ce phénomène est un phénomène mondial. Dans un certain nombre de pays, ce phénomène est endigué ou n'arrive pas à se développer, et dans d'autres pays, il se développe. Et si on regarde les évolutions qui sont celles des pays du Nouveau Monde, pas forcément des anciennes colonies européennes. Je ne parle pas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, de ces pays blancs colonisateurs qui ont exterminé ou quasiment exterminé les populations autochtones. Mais je parle des pays à forte population marquée par une histoire millénaire puissante des anciens États ou des anciennes cultures qui ont été parfois brisées comme en Amérique latine, encore plus brisées comme en Amérique du Nord, mais où on assiste à des tentatives nationales de recomposer des forces qui soient à la fois progressistes et nationales. Je pense au Pérou, à Mariategui, je pense à des tentatives aussi en Colombie. Et souvent, l'internationale communiste, l'internationale socialiste est absente. Elle est absente de tout ce monde extra-européen. L'internationale socialiste, elle est essentiellement une force occidentale, on dirait aujourd'hui, pour cette époque. Elle en tirera les leçons après la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, pour occuper le terrain partout. Mais pas dans les années 30, ni dans les début des années 40. Et le Front populaire apparaît comme une tentative, non pas désespérée, mais qui parfois est une sorte de réaction. Il ne faut pas croire que le Front populaire, c'est une initiative dans un monde paisible. C'est vraiment souvent une initiative dans un monde extrêmement travaillé par la crise et par la montée de ces mouvements autoritaires et identitaires qu'on appelle, pour aller vite, fascistes, mais qui ont en commun d'associer les États autoritaires, de refuser les tentatives ou les projets démocratiques qui sont nés après la Première Guerre mondiale et de souder les populations autour de thèmes qui sont des thèmes d'affrontement, pas forcément ethniques, ça dépend des sociétés et des pays, mais identitaires. Pour l'Afrique, on est encore dans un autre cas de figure, parce que là, la puissance coloniale est telle que le Front populaire va en quelque sorte affecter un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler noyaux organisés du monde qui résiste ou qui anticolonialiste dans le mouvement syndical, dans le mouvement social. C'est certains partis nationalistes. En Indochine, c'est tout à fait évident. En Afrique occidentale française, on a en quelque sorte des jalons qui sont jetés au moment du Front populaire. Le Front populaire est un accélérateur de ce qu'on pourrait appeler le sentiment des populations locales de ne plus supporter la domination coloniale. Et quand le Parti communiste est trop faible, ou c'est en quelque sorte, comment dire, perdu dans une vision de la révolution qui n'était pas adaptée, c'est le cas de Madagascar, par exemple. On a, grâce au Secours Rouge, grâce à tel ou tel mouvement de soutien des populations locales, des révoltes ou des mouvements nationalistes qui se développent. Dans d'autres pays, justement en Indochine, les travaux ont montré que le Viet Minh, le mouvement national vietnamien, avait su profiter
de quelques libertés du Front populaire. Et là, ça nous ramène à Gabriel Péry, qui était allé avec le journal L'Humanité faire des enquêtes en Indochine, de même que Vaillant Couturier, qui montrait que les populations locales étaient à l'affût de toutes les possibilités politiques pour s'exprimer. Le Front populaire, de ce point de vue, permet cela. Et en même temps, il est une profonde désillusion. On le retrouve en Algérie. Quand Maurice Thorez vient en 1939, porteur d'une phrase qui dit l'Algérie est une nation en voie de formation, évidemment, pour les Algériens du Parti populaire algérien, de Messaliadj et d'autres qui avaient fait route commune avec les communistes, qui avaient même été en quelque sorte portés par le mouvement communiste, c'est une déception. En même temps, il y a les militants du mouvement ouvrier, syndicalistes, algériens, qui trouvent des raisons de, non pas d'espérer, mais de conforter quelques prises de position dans ces colonies. Mais on voit à quel point c'est particulièrement fragile. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas un mouvement européen, le Front populaire, purement européen. Il y a des effets, notamment en Amérique latine. Il y a des effets en Asie, dans certains endroits. Là où la dictature est trop forte, prenons le Japon, le Parti communiste japonais, le mouvement socialiste japonais est vraiment écrasé par l'autoritarisme militaire japonais. En revanche, dans les Indes néerlandaises, le mouvement national, comme en Indochine, est en quelque sorte profite de quelques moments favorables du Front populaire pour connaître une sorte de progrès dans l'organisation, dans les prises de contact, apparaître dans le champ politique de ces pays. Mais le Front populaire, là, apparaît comme une sorte de parenthèse. Quant à la question des États-Unis d'Amérique du Nord, là, on a quelque chose de tout à fait... aujourd'hui, on oublie à quel point entre les communistes, le New Deal, le nouveau mouvement syndical, la lutte contre la crise économique, la pauvreté, il s'est passé quelque chose avec le New Deal, le New Deal et le deuxième mandat de Roosevelt qui a été vraiment très important. On ne comprend pas d'ailleurs l'importance de ce mouvement si on oublie que avec le macartisme, il s'est agi d'éradiquer ce qui s'était passé à ce moment-là. Et les obsessions contemporaines de l'extrême droite américaine aujourd'hui ne cessent de faire référence à cette période des démocrates, à cet enracinement démocrate qualifié de la gauche radicale, encore aujourd'hui, pour avoir fait ce lien avec un monde ouvrier qui, à cette époque, n'a pas été en quelque sorte, comment dire, encadré par le grand mouvement évangéliste, nationaliste et identitaire contemporain qu'on trouve aux États-Unis. Mais voilà donc le Front populaire aux États-Unis, où ces éléments contemporains du Front populaire sont vraiment assez importants, je pense. Donc ça donne, pour répondre à ta question, finalement une géographie mondiale extrêmement archipélisée, si l'on peut dire. Et on peut dire en tout cas que par rapport aux années 80, où il y avait une tendance chez les historiens communistes à découvrir ce qu'avait été l'ambition de l'internationale communiste de populariser le mot d'ordre de Front populaire, on voit bien que pour une part, cette ambition, elle était largement au-dessus des moyens de l'internationale communiste, et surtout que même l'internationale communiste était travaillée et traversée par des tendances contradictoires, y compris dans le mouvement communiste. On n'a pas parlé du mouvement communiste allemand, on n'a pas parlé du mouvement communiste et socialiste dans les pays d'Europe centrale. On peut dire que la plupart des tentatives de Front populaire dans des conditions de la vie clandestine ou dans l'émigration ont connu un sort extrêmement médiocre, ont échoué. Et peut-être le seul pays où il n'y a pas d'échec, où il y a quelque chose qui se passe, c'est la Tchécoslovaquie. Et un petit peu, mais dans des conditions différentes, la Grèce.
Voilà. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de penser l'après-guerre. Euh, de penser l'après-guerre, ces zones et ces pays répartis dans la nouvelle géographie politique européenne et qui, encore aujourd'hui, portent les traces de toute cette histoire et ces empreintes plus ou moins existantes encore de cette époque des Fronts populaires. Voilà une tentative de répondre à une question qui était une question évidemment éminemment globale et qui m'a. Je me suis posé la question, est-ce que je vais essayer de lui répondre ou pas? Ouais. On s'est tous posé la question. Alors, une question en ligne. Donc, Ah. dans cette œuvre collective qui va sortir, ça y est, la publicité est faite, donc c'est parti, il y aura quelque chose sur l'Alliance libératrice nationale du Brésil. Eh bien, c'est un focus qui est prévu, mais qui attend son auteur. Donc, il est désigné puisque Carlos Eduardo Gonçalves Machado serait bien venu pour le traiter. Non, mais c'est vrai que tu as pointé quelque chose sur l'aspect colonial. C'est quand même, enfonçons quand même un peu le clou en disant que il y a eu une incapacité, non pas de conceptualisation de la part de lycée, non pas de reconnaissance, non pas de tentative de lutte, non pas de tentative d'alliance de front, mais il y a eu, à mon avis, au moment de la période des fronts populaires, un défaut d'articulation. Bien sûr. Un défaut d'articuler l'anticolonialisme avec, j'allais dire, les lignes défensives prioritaires qui étaient celles de l'époque. Parce que Serge a dit quelque chose tout à l'heure. Je veux dire, on voit quand même le caractère d'urgence dans la mise en place de cette nouvelle stratégie politique. C'est défensif, c'est un caractère d'urgence. Et d'ailleurs, plus on va vers la fin et les échecs successifs dans un certain nombre de pays de cette ligne, plus, en général, on cherche à aller encore plus loin dans l'ouverture de l'alliance, etc. Bon, cela étant, je crois que les moments, les époques, comme a dit Serge, les époques Front Populaire doivent être analysées par les dynamiques qu'elles permirent ou pas. Pas seulement parce qu'elles avaient, j'allais dire, en magasin au départ. Il y a la ligne, il y a une stratégie, d'ailleurs plus ou moins bien définie, entre parenthèses, mais il y a un nouveau cours qu'il permet concrètement. C'est ça qui est intéressant, au-delà, si tu veux, de... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean et Serge. La question n'est pas d'avoir une sorte de modèle, un canevas Front Populaire qu'on va placer comme ça sur tous les pays du monde entre 35 et 38 pour voir si ça rentre bien dans les cases. Non. Ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois ce que la nouvelle ligne officialisée entre janvier et août 35 par le Comintern permet en termes de dynamique, et ce que tu as dit, toi, Guillaume, au tout début de ta question, qu'est-ce qui a permis ça avant, tu as dit, des contextes nationaux qui poussent. C'est ça, hein, c'est ça que tu as dit. Bon, ben voilà. Moi, je pense que c'est il faut toujours essayer voilà, de voir ces deux balanciers chronologiques, j'ai envie de dire, mais aussi ces deux balanciers politiques. Il y a ce qui est proposé, et il y a ce que ça permet ou ce que ça ne permet pas. Et par ailleurs, voilà, il y a des... Bon, non, après, je vais me perdre dans des détails irlandais qui ne seront pas d'une très grande importance ici, donc on va... Non, parce que je n'ai pas parlé du nord de l'île à ce moment-là, mais qui présente, à mon avis, des caractéristiques vraiment très typiques de certaines sociétés coloniales, où tu as, par exemple, le mouvement ouvrier de gauche, hein, des travaillistes indépendants ou des communistes qui sont implantés dans les secteurs les plus importants de la classe ouvrière. Or, ces secteurs les plus importants de la classe ouvrière dans le nord de l'île, ils sont protestants. Ils sont imprégné d'unionisme et de loyalisme vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ce qui fait que quand des communistes du Nord dialoguent avec ceux du Sud de l'île, ils leur disent « Mais pourquoi vous nous prenez la tête avec l'IRA, avec le drapeau tricolore, avec tout ça Ce qui compte, c'est qu'on n'arrivera jamais à l'unité de la classe ouvrière, etc. » Et là, on revient sur des débats, mais qui ont traversé toute l'histoire du mouvement ouvrier sur questions nationales et questions sociales, et dont parfois on a l'impression que, voilà, que ces débats continuent même encore aujourd'hui sur certaines questions dans certains pays, etc. Quelle est la priorité? Voilà. Donc, en gros, le problème, c'est les dynamiques
les chronologies parfois un peu décalées et les difficultés d'articulation de toute une série de blocs, j'allais dire, qui sont parfois, selon les contextes, évidemment très difficiles à articuler. Hein. C'est pas, je veux pas apparaître donneur de leçons en disant ils n'arrivaient pas à articuler. Non, c'est très délicat, très difficile. Bon, je m'arrête là, du coup. Ouais, Voilà. difficulté Débrouillez-vous. d'articulation, c'est C'est des important. réflexions comme ça à brûle pour point. Ouais, c'est fondamental. Ça nous invite à comprendre aussi les contradictions à l'œuvre C'est ça. et différentes contradictions, même au sein de cette période dite de Front populaire, d'ouverture, de défense de la démocratie face à l'antifascisme, etc. On a les procès de Moscou. Au même moment, on a les purges qui ont lieu en Union soviétique. Donc, ce qui amène aussi plusieurs acteurs à se poser la question de, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe à Moscou et que dans différents congrès, on pense entre autres à celui des écrivains et des artistes révolutionnaires, où bien sûr il y a ces questions qui sont posées, mais où la réponse qui est apportée, l'urgence, c'est le fascisme. C'est pas ce qui se passe à Moscou. L'urgence, c'est le fascisme. Donc on voit dans cette logique des priorités, eh bien, tout simplement, non seulement la prise du pouvoir en Italie et le fascisme italien, non seulement l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, mais cette onde de choc, l'ensemble des régimes autoritaires qui s'instaurent en Europe centrale et orientale, ce qui se joue aussi sur la péninsule ibérique et Portugal, etc. Donc, de voir eh bien, quelles priorités on a et quelles sont les priorités du moment. Eh bien, ça nous amène à comprendre aussi les difficiles articulations, les enjeux de ces difficiles articulations. Il y a un problème que tu viens d'aborder, qui est vraiment une question récurrente, c'est la politique de l'Union soviétique, en interne et en externe. En interne et en externe, d'une certaine façon, cette politique, elle n'est pas mondiale à cette époque. Contrairement à des époques postérieures, elle reste largement européenne, alors même qu'elle a une ambition mondiale. Plus tard, après la guerre, elle se présentera comme mondiale alors qu'elle essaye de se centrer sur l'Europe. Là, son ambition mondiale effective est limitée. Ça passe justement par le Comintern. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a en interne ce qu'on présente l'URSS, ce qu'elle représente comme alternative ou alliance pour certains pays qui veulent résister au fascisme, elle est présentée comme la justification des alliances entre les pays les plus conservateurs, les plus révisionnistes. Et à ce titre, le pacte anti-Comintern n'est pas qu'une anecdote, c'est quelque chose d'important. Mais dans le même moment, l'Union soviétique favorise des formes d'alliance. Elle entre à la Société des Nations. Elle reconnaît l'idée que parmi les puissances capitalistes, il y en a certaines qui ont des objectifs démocratiques qui sont compatibles avec les objectifs diplomatiques de l'Union soviétique. C'est la politique de Litvinov, la diplomatie de Litvinov. Et on ne peut pas, évidemment, séparer ça de ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans la stratégie des fronts populaires qui disent, pour l'instant, ce qui prime, c'est l'alliance diplomatique antifasciste internationale. Il est vrai qu'en 1939, quand il y a la signature du pacte germano-soviétique, d'un seul coup, la diplomatie soviétique, incarnée désormais par Molotov, revient à des fondamentaux en disant que la guerre est une guerre impérialiste pour le partage du monde et que le mouvement ouvrier doit soutenir les luttes de libération nationale et en finir avec des alliances
des alliances avec les forces bourgeoises qui se développent au nom de l'antifascisme. C'est vrai. Alors tout ça est tellement compliqué par ce que l'on pourrait appeler les développements inattendus de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à partir de 1941, l'URSS renoue avec ce que l'on pourrait appeler le soutien aux mouvements patriotiques nationaux dans les différents pays contre les pays fascistes, mais elle le fait désormais au nom de non plus d'une conception mondiale, mais d'une conception bilatérale, et souvent en encourageant les partis communistes à disparaître en tant que tels pour se fondre dans les mouvements patriotiques. On connaît l'épisode américain, on connaît aussi d'autres épisodes, et donc désormais, c'est la diplomatie de l'URSS qui prime. Et elle apparaît comme une sorte de soutien aux forces patriotiques dans les zones coloniales. Elle soutient des mouvements d'indépendance et en même temps, elle joue encore la carte de l'alliance internationale jusqu'en 47-48. Donc il y a une évolution progressive. On peut dire que de ce point de vue, il n'y a aucun héritage du Front populaire transmis du côté de l'Union soviétique. Et c'est pas complètement étonnant, puisque jamais on trouvera une déclaration officielle de Staline pour vanter le Front populaire comme stratégie. Dans les années 36, 37, 38, il laisse à d'autres, que ce soit à Togliatti ou à Dimitrov, l'idée de défendre une ligne qui est soit une ligne à la fois antifasciste, démocratique et nationale. Et le renoncement à cette ligne, d'ailleurs, dès 1939, est quand même emblématique. Donc tout ça a pesé, à mon avis, dans ce que l'on a évoqué tout à l'heure, la géographie internationale des fronts populaires. Là où il y a eu des initiatives de fronts populaires, là, les Chiliens ont les archives, ont récupéré toutes les archives de Moscou. Hein. Il y a toutes les archives, ils ont travaillé sur ces archives. Eh bien, on ne peut pas dire que l'influence du Comintern, à un moment donné, était majeure en 1938 sur la construction du Front populaire chilien et son aventure, et ni la diplomatie soviétique qui est quand même relativement ténue, y compris pour l'Amérique latine, même si elle existe, mais vous voyez, il ne faut pas se tromper d'époque. En tout cas, on ne peut pas mettre au crédit de la politique de l'URSS les réussites du Front populaire ou les avancées ici ou là dans le monde colonial, mais en revanche, l'Union soviétique s'est présentée progressivement comme un recours pour les mouvements nationaux, progressivement, et ça c'est après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle avait été plutôt un frein à ces mouvements nationaux au temps du Front populaire. Voilà, c'est donc cette histoire est une histoire qui n'est pas écrite et qui, en général, est restée complètement absente de la grande histoire et du grand récit anticolonialiste et du récit de l'histoire soviétique, parce qu'elle est pleine de contradictions dont on vient de parler. Nous avons deux questions. Juste par rapport à ça, c'est aussi tous les enjeux de la Ligue anti-impérialiste dans les années 30, le rôle de Willy Musenberg, qu'on évoquait tout à l'heure au 7e congrès, qui a un rôle fondamental et important sur le sujet, et de voir que tous ceux qui vont se retrouver, eh bien, on le dit à d'autres moments donnés, mais à la conférence de Bandung, quand ils interviennent, ils y disent, mais on s'est connus. Ils font référence à Bruxelles. Voilà, il y a 20 ans avant, on s'est connus à Bruxelles, on s'est connus à la Ligue anti-impérialiste, on s'est connus dans ce mouvement. Ce qui veut dire qu'il y a eu effectivement un immense espoir et qu'il a été fracassé, brisé. On est entièrement d'accord avec ces logiques, mais c'est la question des priorités, la question de ces moments qu'il faut vraiment enchasser et d'avoir ces chronologies les plus fines possibles pour montrer oui, les contradictions à l'œuvre et tous les enjeux des fronts populaires. Parce que peut-être que, bien sûr, il y a la logique du pluriel qu'il faut avoir. Oui, alors il y a deux questions, vas-y. Oui, il y a deux questions en ligne. Une question
assez politique, mais c'est inévitable parce que, comme le disait Serge, Monsieur le Gabriel Front Péry, populaire reste aussi quelque chose, un objet. c'est un objet, Chaud. je pense, qui fait penser pour le présent. Donc, la question est, question difficile, évidemment, bon, mais je vous la laisse. À laquelle tu vas Pourrions-nous, mais répondre. non, c'est pour vous. Pourrions-nous faire un parallèle entre l'Alliance, donc c'est Massimiliano Peppoloni qui me propose. Pourrions-nous faire un parallèle entre l'alliance du capitalisme et du fascisme des années 30, 39 et celle d'aujourd'hui? Autrement dit, comment obtenir de nouveaux fronts populaires, le NFP en France, alors que les partis de gauche en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France sont divisés encore plus qu'en 1936? Point d'interrogation. Donc deux questions d'écho d'immédiat entre les années 30 et le présent. Et enfin, une troisième question de notre ami Massimiliano Poloni. Est-ce que le Front populaire espagnol et le Front populaire français étaient uniquement des réactions au fascisme ou aussi des réactions aux plutocraties capitalistes de l'époque? Voilà. Ben, vous pouvez commencer au moins pour la... C'est pour Jean. Non, mais dans des larges secteurs de gauche de l'époque, revenons à l'époque, hein, pour répondre, pour commencer par la dernière question, Ouais. les plutocraties capitalistes et les fascistes marchent évidemment main dans la main, les derniers étant le produit des premières. Confère l'expression les 200 familles, qui est d'ailleurs pas une expression De la bolcheviks, hein, c'est une expression des radicaux. radicaux, des ça. Voilà, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont encore frais. C'est encore bon. Et parfait. Et donc, je veux dire, ce lien, je veux dire, l'antifascisme des années 30, oui, c'est un antifascisme défensif, oui, c'est un antifascisme d'alliance, oui, c'est un antifascisme d'alliance de classe. Il n'empêche que c'est un antifascisme qui est bien évidemment imbibé, baignant dans l'anticapitalisme et qui est porté par, c'est un antifascisme porté par le mouvement ouvrier. C'est pas un antifascisme comme ça qui sort de je ne sais quelle plume d'un docteur en philosophie, d'un parti libéral ou démocrate chrétien, de je ne sais d'où. Ça l'est aussi. Mais là, l'antifascisme dont on parle, c'est un antifascisme modelé par le mouvement ouvrier au sens large du terme, hein. Mouvement ouvrier démocratique, humaniste, hein, qui va jusqu'à la LDH, le Parti radical en France et d'autres, etc., mais qui est quand même issu du mouvement ouvrier. Donc voilà pour la dernière question. Pour la première, simplement, voilà, donc c'est pas une alliance du capitalisme et du fascisme. C'est l'analyse par les acteurs de l'époque du fascisme comme produit du capitalisme, en tout cas de certains secteurs du capitalisme. Et deuxième chose, les partis de gauche sont aujourd'hui encore plus divisés qu'en 36. Je ne le pense pas. Et de plus, voilà. Je ne le pense pas. Je pense pas que les divisions sont plus profondes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et par ailleurs, les modalités de l'Union aujourd'hui sont à discuter en fonction du contexte de lutte spécifique à chaque pays. L'Union se fait aussi à travers des modalités de combat qui sont dynamiques. Mais c'est des questions très vagues, enfin très vagues, pardon, très larges, cher Massimiliano, et c'est difficile d'y répondre d'un bloc comme ça. On pourrait y passer des heures et une séance complète. J'ai essayé voilà, de lancer quelques pistes. Maintenant, vous vous débrouillez, les amis. Non, mais les pistes ont été bien balayées par Dimitri. D'abord, effectivement, la première question, la deuxième question, pardon, celle sur, revenons au moment du Front populaire, de faire payer les riches, les 200 familles, tout ce discours que l'on a, montre bien que ça dépend, c'est lié, qu'on le veuille ou non, à la grande crise économique et sociale qui touche le monde, cette crise mondiale, que des réponses ont été apportées par certains via le fascisme et d'autres ont autre chose comme solution à apporter. Donc, oui, référence aussi à Mirabeau par l'affiche électorale du Parti communiste en 1936 sur cet enjeu de faire payer les riches, qui n'a rien à voir me semble-t-il, avec une logique simplement révolutionnaire ou autre, mais qui participe de cette analyse de la place, en quelque sorte, des enjeux de la crise économique et sociale. Deuxième aspect, c'est pas 36.
les divisions, elles sont quand même moins fortes. C'est juste une question de chronologie. Les divisions sont très fortes entre 1930 et 1934, et entre 34 et 36, c'était juste ça. Hein. Mais on dit la même chose, hein, Dimitri, qu'il y a le processus d'unification et d'unité qui se fait par le printemps des comités dès 1934, réponse au 6 février 34 en France, manifestation du 9 février, manifestation du 12 février, enfin toute cette riposte ouvrière qui se met en place, rassemblement entre la CGT, la CGTU, entre le PC et la SFIO dans un premier temps. C'est le premier bloc, en quelque sorte, la première pierre à l'édifice du Front populaire qui aboutit en juillet 1936 et à l'automne 1934, excusez-moi, en juillet 1934, et à l'automne 1934, au congrès du Parti radical à Nantes, eh bien, comment le Parti radical va rentrer dans l'Alliance. Et de ce printemps des comités, le rôle de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, le rôle de la CGT, le rôle aussi de la Jeune République, hein, petite ligue démocrate chrétienne, etc., qui vont comment s'agréger les unes aux autres, 40 organisations au 14 juillet 1935, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire le serment de la dissolution des ligues, jusqu'à 90 organisations au moment des élections en 1936 et avec la réunification syndicale entre-temps. Donc on voit bien que c'est un processus qui se joue, on va dire, en 2 ans à peine, déjà donc dans un temps condensé, alors qu'auparavant les divisions étaient très dures, que les radicaux voulaient pas entendre parler des communistes, enfin c'était vraiment le parti de l'étranger, tous les enjeux collectivistes, etc. Que d'un autre côté, les rapports entre SFIO et PC, des frères ennemis, existaient. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure de classe contre classe, de socio-traite, socio-fasciste, etc. Et de l'autre côté, parti mousquetaire, parti de l'étranger. Mais toute cette vision du parti de l'étranger, elle est aussi présente dans les campagnes menées par les adversaires du Front populaire, où on a ces affiches, où on voit Staline qui manipule différentes marionnettes, que sont Cachin, que sont Blum, les caricatures où on voit Léon Blum comme secrétaire de Staline dans la presse d'extrême droite de l'époque, ou alors alors désolé, tout à l'heure on n'a pas pu, je sais pas, il y avait des problèmes donc pour montrer toutes les affiches qu'on voulait présenter et les vignettes, mais celle issue de la presse d'extrême droite Gringoire, où on voit la France du Front populaire comme dépotoir de tous les déchets, je mets des guillemets, hein, bien sûr, du monde européen, à la fois, bien sûr, les antifascistes italiens, les anti-nazis allemands, les juifs allemands, les juifs d'Europe centrale et orientale, les anarchistes, comme ils sont présentés, espagnols, etc., etc. Donc, étant le déversoir, hein, de tout ce qui existe. Mais à contrario, ça donne à voir que c'est un asile, et ça donne à voir aussi que c'est repéré pour la plupart du mouvement ouvrier, certes là européen, comme la patrie des droits de l'homme, et donc ceux qui vont permettre à la MOI, la main-d'œuvre immigrée, d'exister, et donc lancer d'autres terreaux et d'autres, comment dirais-je, d'autres matrices qu'évoquait tout à l'heure Serge concernant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense que quand ces questions qui sont très intéressantes sont posées, on est à 90 ans de l'événement et de la période qu'on étudie. Il faut qu'on mesure à la fois les liens qui unissent cette période à notre époque contemporaine. Et ces liens, on vient de les évoquer, ils sont indéniables, même si parfois on n'en a pas conscience. Une telle réunion, une telle discussion, comment dire, nous en fait prendre conscience, sous la forme d'empreintes, de similitudes, etc. Mais quand même, la question que Guillaume posait tout à l'heure du rapport de l'Europe et du monde et de ce monde lui-même, on est passé d'1,5 milliard d'habitants à 9 milliards bientôt d'habitants. Les rapports de force à l'échelle internationale et mondiale dans le domaine de la production, des activités, du progrès scientifique, de la culture ont été bouleversés, de sorte que dans chaque pays, une partie de ce qui est, comment dire, d'actualité, c'est de comprendre que les alliances ou que les horizons politiques nationaux ne peuvent pas être séparés d'une vision internationale.
d'une vision internationale positive, constructive. Et qu'aujourd'hui, les grands mouvements conservateurs, les grands mouvements d'extrême droite, les mouvements qui s'inspirent dans les conditions d'aujourd'hui du fascisme, au nom parfois de la liberté d'expression, et contre la démocratie et les projets qui ont été portés, par exemple, par le Front populaire, ou en France, la Libération, le CNR, etc., euh, doivent trouver des formes de riposte qui sont à la mesure de la géographie de ces entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas opposer un horizon national et un horizon international de coopération, un horizon et sur les questions du climat, comme sur les questions de la production, du travail, des échanges intellectuels, de la circulation des idées, etc., il faut avoir un programme positif. L'alliance est difficile, mais soyons attentifs à ce qu'un nouveau Front populaire soit pas enfermé dans une sorte d'opposition nord-sud ou est-ouest. Donc, il y a tout un travail, comment dire, à réaliser à la mesure de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Voilà mes quelques remarques par rapport à ces questions évidemment tout à fait excellentes et intéressantes. Je dirais que tout à l'heure, Jean nous disait, en reprenant la phrase de Jaurès, que un peu d'internationalisme nous éloigne du sentiment national. Beaucoup d'internationalisme nous rapproche de la réflexion sur la patrie. Et moi, je dirais que du point de vue de l'histoire ou de la connaissance historique, un peu de connaissance historique nous semble mettre à mille lieues ce qui s'est passé il y a quelques décennies et vouloir inventer un monde nouveau sans connaître le passé, c'est une erreur. Si on creuse un peu plus, on voit mieux les transformations à l'œuvre et un peu plus d'histoire nous amène à un peu plus d'imagination pour le monde contemporain. Ça a valeur conclusive, mais nous avons une question ici. Alors la voici. Est-il possible de décrire l'expérience italienne du Front démocratique populaire en 3 minutes, entre Togliatti et Nenni, vaincus en 1948 par les démocrates chrétiens dans le contexte des Fronts populaires? Plus précisément, cette expérience italienne spécifique peut-elle être considérée comme une variante particulière et tardive des Fronts populaires, à l'exception importante qu'elle n'était pas née d'une volonté antifasciste, le régime venant d'être renversé, mais plutôt comme une expérience d'unité entre socialistes et communistes dans un cadre démocratique fragile. L'adversaire était les démocrates chrétiens, mais l'anticommunisme était néanmoins très fort et l'influence de l'Église dans la société n'était à certains égards pas moindre que celle de l'Irlande des années 1930. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Ouais, c'est une question de Bravo. à la fois. Bravo, merci pour cette question. Non seulement parce que c'est la naissance de la République et la première République en Italie, donc sur les ruines du fascisme, ça, il y a aucun problème. Mais on s'inscrit effectivement dans une chronologie alors décalée au regard de tout ce que l'on vient de dire, parce que c'était impossible en Italie avant cette fin du fascisme de créer les conditions de cette alliance, même si elle a pu se mener à bien dans les combats de la résistance italienne, dans les combats de l'exil, bien sûr, de tout l'exil qui existait et des rapprochements qui existaient dans cet exil. On évoquait tout à l'heure la MOI, la main-d'œuvre immigrée, elle a eu un rôle essentiel de ce point de vue-là. Oui, vous avez entièrement raison. C'est comment, en fin de compte, le moment décalé dans le temps permet de rejouer ou de prolonger plutôt le Front populaire. Mais on a exactement la même chose en France, c'est-à-dire le programme du CNR qui permet, entre autres, alors bien sûr avec d'autres dimensions, dans un premier temps avec le général de Gaulle, le MRP, les chrétiens démocrates, etc., mais où très vite quand même le MRP présenté comme parti de De Gaulle et De Gaulle ayant le parti du MRP avec lui, eh bien ça ne fonctionne plus à partir de janvier 1946. Et comment, en fin de compte, toute la mise en œuvre non seulement, et là on fête le 80e anniversaire de la sécurité sociale, ça permettra d'évoquer le prochain colloque de la Fondation Gabriel Péry et les travaux de Léo Rossel, la naissance de la sécurité sociale, toutes les lois qui n'étaient pas passées sous le Front populaire à cause du Sénat qui s'opposait
de manière virulente à tout ce qui était considéré comme un État social trop fort, eh bien, l'alliance en quelque sorte, ou l'enrichissement de la démocratie libérale par la démocratie sociale entre 1936 et 1938 se rejoue entre 1944 et 1947. Et en quelque sorte, ce qui nous intéresse aussi en histoire, c'est pas simplement les chronologies courtes, c'est aussi les temporalités. Il y a à peine 10 ans entre 1936 et 1946. 10 ans à l'échelle de l'humanité et du temps de l'humanité, c'est rien. D'un mot, juste, vous indiquez que nous avons aussi tenu il y a quelques mois un colloque qui était consacré à la libération en partenariat avec les équipes ici et puis l'Association française pour l'histoire des mondes du travail et l'Institut social de la CGT et qui sera bientôt publié par les cahiers d'histoire. Il y avait notamment une communication qui était consacrée par Virgile Sirefis, qui était consacrée à la question italienne de l'Institut d'études que vous pouvez retrouver en ligne et qui sera bientôt retravaillée pour une publication dans le cadre des cahiers d'histoire. Vous indiquez les prochains rendez-vous du séminaire. Voilà. Donc, vous rappelez que ce séminaire se tiendra le 7 novembre prochain, sa deuxième séance à Pantin, mais sera également disponible par Internet et sera consacré aux internationales ouvrières avec Adeline Blaskiewicz-Maison, dont j'ai vu le nom tout à l'heure apparaître parmi les présents, et les présentes, avec Corentin, donc Adeline Blaskiewicz-Maison, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Corentin Lahue, qui est docteur et chercheur associé du LIR 3S, et Serge Volikov avec l'animation de Roger Martelly. D'autres séances seront également présentes. Vous les retrouverez sur le site de la Fondation Gabriel Péri. Et vous rappelez enfin ce que Jean vous a indiqué rapidement, c'est que les anniversaires peuvent être l'occasion de faire autre chose que des gâteaux, même si les gâteaux ne nuisent jamais à rien, mais aussi l'occasion de penser et de réfléchir. Et donc, les 3 et 4 octobre, pour l'anniversaire exact de les ordonnances créant la sécurité sociale, même s'il y a une loi importante en 46, ensuite qui prolongera, eh bien, un colloque important, donc organisé par 8 fondations, dont la Fondation Gabriel Péri, se tiendra à Saint-Denis, dans l'amphithéâtre, l'auditorium du journal L'Humanité, les 3 et 4 octobre prochains, donc avec un panel, ma foi, important d'intervenantes et d'intervenants. Mais on reste à vous remercier les participants, celles et ceux qui ont assuré la technique, notamment la Maison des sciences de l'homme de Dijon et les équipes pantinoises de la Fondation Gabriel Péri, le public présent en ligne est parmi nous et donc à se retrouver au plus tard le 7 novembre. Merci à toutes et à tous.